Bonjour tout le monde. Hello, hello. Salut tout le monde. J'espère que Bonjour vous à tous. allez bien. On est super content avec Kevin de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde nous entend bien d'ailleurs. Aujourd'hui, avec Kevin, on va passer à peu près 45 minutes ensemble pour vraiment revenir sur des sujets qui nous sont très importants, qui est le no-code dans la partie recrutement. Là, vous voyez que Kevin et moi, ça va être 45 minutes d'échange, mais vous aussi, on compte sur vous pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Vous avez le chat en bas de votre écran pour que vous puissiez poser des questions, soit dans la partie questions, soit dans la partie chat. En tout cas, on va vous demander de participer à ce webinaire, de vous présenter et puis de poser toutes vos questions. Un point qui est super important pour Kevin et moi, c'est que toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, que vous puissiez vraiment poser vos questions. On veut que personne ne reparte à la fin de cet event en se disant oh, tiens, je me demande comment est-ce qu'il aurait fait Kevin, tiens, je me demande c'était quoi sa vision sur ce sujet. Non, on est en ligne, mais le but c'est que ça soit hyper interactif quand même avec vos questions sur le chat et surtout que ça soit super concret et utile pour vous. Je vais peut-être aussi revenir sur pourquoi c'est important pour Kevin et moi d'avoir abordé ce sujet-là. On rentrera dans le détail de la vision de Kevin juste après, mais en fait, souvent quand on parle du no-code et quand on parle du recrutement, on a l'impression que c'est deux éléments qui sont vraiment à l'opposé. Le no-code, on le voit un peu aussi comme la déshumanisation, ça veut rien dire mon mot, alors je rechange ma phrase, mais comme la perte du côté humain, comme le côté très robot. Et le recrutement, quand même, quelque chose qui doit rester très, très humain. Mais le no-code, c'est pas ça. Le no-code, c'est pas un robot. Le no-code, c'est gagner du temps, c'est mieux faire, c'est avoir plus de temps pour avoir de la valeur ajoutée ailleurs, c'est moins d'erreurs humaines aussi, moins d'oubli. Un cerveau est super bien fait, mais par moments, on a des choses partout. Donc, c'est aussi pour simplifier, pour fluidifier et pour nous aider. Et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment le no-code peut être l'allié vraiment du recrutement et à la fois côté candidat, pour passer une meilleure expérience, pour apprécier ce recrutement, et à la fois côté entreprise, pour justement aussi booster sa marque employeur. On sait, le recrutement, c'est pas tous les jours simple quand on cherche sa pépite. Donc voilà, on reviendra sur tous ces sujets-là ensemble. Je voulais juste aussi vous expliquer un peu, avant de laisser la parole à Kevin, vous expliquer où vous êtes et qui je suis peut-être aussi. Donc, je m'appelle Joséphine. Euh, je suis en charge de la pédagogie des écoles de Maria Schools. Maria, c'est un campus d'école qui regroupe plusieurs écoles, dont Lyon et Maestro font partie, et j'y reviendrai juste après. Donc, c'est plusieurs écoles qui ont différentes thématiques, mais une pédagogie commune. Et vraiment, l'objectif et la vision de Maria, c'est de remettre l'apprentissage au cœur de notre vie professionnelle à tous, pour qu'on soit dans une dynamique, dans un mouvement où on rencontre des gens, où on apprend, où on découvre des outils, on découvre des méthodes, et on continue en fait d'évoluer, de grandir dans son parcours professionnel, où on y est plus épanoui parce on stagne moins, et pour que ça puisse booster notre employabilité à vie. Donc ça, c'est Maria, le campus avec 4 écoles différentes. On a aujourd'hui plus de 6000 alumni et tous nos intervenants sont vraiment des experts terrain qui vont vous partager, comme Kevin aujourd'hui, leur vision d'une thématique à travers les différentes expériences qu'ils ont pu avoir. Donc ça, c'est pour Maria. Et maintenant, vous vous dites, OK, intéressant, mais j'étais venue à un event Lyon Maestro, je ne comprends pas. Donc Lyon est la première école de Maria. Lyon, c'est l'école de l'ère entrepreneuriale, donc pas du tout pour des entrepreneurs, mais vraiment pour être entreprenant dans sa vie professionnelle, avec des formations d'initiation et d'acculturation à certains métiers ou thématiques qui sont liées au digital. On a des formations produits, des formations grosses, des formations Web3, data, etc. Je vous fais pas la liste complète, mais juste ça vous donne une idée de qui est Lyon et Maestro. Qui est Maestro? Maestro, c'est la deuxième école de Maria, qui est l'école spécialisée en product management et en tech, et qui a un programme no-code. Je reviendrai aussi sur les différents programmes qui nous lient aujourd'hui, mais ça vous donne un peu une idée quand même de ce que vous faites là avec nous aujourd'hui, de pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet de recrutement et de no-code. C'est à travers vraiment les deux casquettes, pardon, Lyon et Maestro, qui ont chacun un peu leur angle d'attaque, on va dire. Et là, vous me voyez arriver et je vous ai en plus embrouillé parce que j'avais mis le logo de Lyon à gauche et là, je mets la formation de Lyon à droite. Rien ne va plus. Mais pour vous expliquer du coup,
Dans la formation, dans l'école Maestro, on a un programme No Code qui a été lancé il y a un peu plus d'un an. L'objectif de cette formation No Code, c'est vraiment de s'initier, de se lancer en No Code, de comprendre et d'avoir une vision 360 des outils qui existent et comment est-ce que ça peut vraiment nous permettre de booster notre business, de nous permettre de revoir nos façons de faire et de nous permettre de nous remettre à la page parce qu'il y a énormément de choses qui évoluent, énormément de choses qui changent. Donc cette formation No Code, elle permet soit à toutes les personnes qui ont envie de se lancer en no-code de mettre le premier pied à l'étrier en testant avec une partie théorie, une partie très concrète et des hackathons en présentiel ensuite. Il y a une partie en ligne et du coup la hackathon en présentiel, soit pour les personnes qui ont envie d'intégrer le no-code dans leur quotidien, dans leur métier pour y être plus efficace. La prochaine promotion démarre le 12 octobre, évidemment. Si vous avez des questions, je vous enverrai un email récap et Céline, qui est avec nous aussi sur le chat, vous enverra un email récap qui reprend toute la connaissance et toutes les ressources que Kevin va nous partager et vous mettra, pour ceux que ça intéresse, les liens aussi pour la formation no-code ou pour les différents éléments et les différentes ressources no-code. Et en plus de ça, la deuxième casquette, et c'est ce qui fait aussi le sujet d'aujourd'hui, évidemment, je vous le disais tout à l'heure, c'est au sein de l'école Lyon, on a un programme management. Donc le programme management, c'est pour tous les managers, que ce soit des premiers managers ou des managers depuis plusieurs années, qui ont envie de booster leurs compétences managériales, de prendre le temps. On a rarement le temps. Et là, c'est de prendre le temps pour soi, pour apprendre à se connaître, pour comprendre les outils, les méthodes pour mieux connaître aussi leurs équipes et revoir l'organisation pour booster cette organisation et pour accompagner au mieux ces équipes pour que les équipes soient plus épanouies et plus performantes aussi. Ça va encore une fois de pair. Et évidemment, dans cette formation-là, on a une session sur le recrutement et l'implication et le rôle à jouer d'un manager dans le recrutement. Donc là, normalement, tous les points se sont un peu connectés entre eux, le pourquoi sujet, pourquoi Maria et pourquoi des écoles. Encore une fois, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas et vous pourrez aussi répondre aux mails pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Et les personnes qui sont avec nous, et je vous poserai la question juste après, mais s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont managers ou qui ont envie de le devenir et qui aimeraient se faire former sur ce sujet-là, la prochaine promotion démarre le 27 septembre et c'est en présentiel à Paris. On vous remettra encore une fois toutes les infos. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, l'objectif, c'est que vous puissiez vous présenter, nous dire dans le chat qui vous êtes, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à nous rejoindre et à vous inscrire et à passer ces 45 minutes ensemble. Voilà. Dites-nous tout sur vous, pourquoi, parce que ça nous permet avec Kevin de répondre à vos problématiques, de mieux comprendre qui vous êtes et de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut vous aider et comment est-ce qu'on peut vous partager. Et quand je dis vous partager, c'est comment Kevin peut vous partager les infos qu'il a et surtout axer ses exemples et sa vision en fonction de vous, ce qui vous intéresse. Donc que vous soyez en grand groupe, en start-up, en PME, en freelance, entrepreneur, étudiant. J'espère que j'ai oublié personne dans les grandes catégories, mais voilà, partagez-nous tout dans le chat. Comme ça, avec Kevin, on peut lire et ça va nous permettre d'aider et d'axer ces 45 minutes sur vous et la connaissance de Kevin. Ça y est, je voulais enfin remercier Kevin. Et oui, j'ai beaucoup parlé encore une fois. Merci encore, Kevin, d'être avec nous aujourd'hui. Je suis super contente. Kevin et moi, on s'est rencontrés il y a quelques semaines à un event qu'on accueillait d'ailleurs chez Maria sur le recrutement. Et on a eu l'occasion de parler du no-code et la place que ça a justement aussi dans le recrutement. Donc, je suis super contente de pouvoir animer et d'être là avec toi aujourd'hui, Kevin. Ce que je te propose, c'est je coupe mon partage d'écran et je te laisse peut-être te présenter et nous parler un petit peu de toi et ton parcours. Oui, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir venir parler de ce sujet qui me tient à cœur, de ces deux sujets, le code et le recrutement, qui me tiennent à cœur, et de pouvoir participer à la démocratisation de ces sujets-là. Pour me présenter, donc initialement, j'ai pas un parcours lié à la tech. J'ai fait des études en fac de droit. Ensuite, j'ai bifurqué sur un diplôme RH. Et puis, j'ai intégré des petites structures qui étaient en structuration dans leurs ressources humaines. Mon premier poste, ça a été une création de poste. Et donc, beaucoup de choses à mettre en place. Et beaucoup de choses sur la partie administrative. Alors, que ce soit sur la gestion du personnel, mais aussi sur le recrutement, sur la gestion opérationnelle du recrutement, avec la prise de contact avec les candidats, l'organisation du process de recrutement. Et c'est
voilà, c'est ce qui m'a amené petit à petit à me poser des questions sur comment améliorer tous ces process, comment améliorer l'expérience des candidats, des employés. Voilà, petit à petit, une graine a germé en moi et j'en suis arrivé jusqu'à découvrir le no-code il y a maintenant 1 an et demi, je dirais, d'abord avec Notion, que j'utilise beaucoup aujourd'hui dans mon activité. Ensuite, j'ai ajouté la partie automatisation avec Zapier et Make notamment. Voilà, j'ai découvert tout un boulevard de possibilités pour booster l'expérience des candidats, notamment pour la partie recrutement. Et gagner, tu le disais effectivement, gagner du temps et gagner en sérénité au quotidien sur son job de recruteur. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Kevin, pour ce partage de parcours qui est d'ailleurs super intéressant de voir comment, en fait, c'est en étant dans les parties RH, dans l'admin, dans le recrutement, que tu t'es dit, OK, il y a quelque chose à améliorer, il y a une perte de temps, il y a une perte d'efficacité, il y a un truc à faire, que tu es tombé, entre guillemets, dans le no-code. On peut peut-être revenir aussi sur ta définition du no-code et ta vision du no-code d'ailleurs. Ouais, pour moi, le no-code, alors ce sont des outils qui peuvent être rapidement pris en main. On pourrait se dire que no-code veut dire code, mais pas nécessairement. On peut très bien utiliser des outils de no-code pour mettre en place des systèmes sur mesure pour notre activité. Et c'est des systèmes qui s'adaptent justement de très près aux besoins de chacun. Donc pour moi, le no-code, c'est des outils qui permettent de se simplifier le quotidien, de donner une nouvelle dimension à certains métiers aussi. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus après. Mais ça apporte une plus-value, et surtout aujourd'hui sur le marché actuel où il y a une vraie importance de se démarquer en tant qu'entreprise dans sa marque employeur, dans l'expérience qu'on offre à ses candidats. Voilà, pour moi, le no-code, c'est une nouvelle façon d'améliorer encore l'expérience qu'on apporte à ses candidats. Trop bien. Et à quel moment tu t'es dit, OK, en fait, je veux en faire mon métier, je veux devenir expert no-code? Alors, ça a été beaucoup, on parlait de tâches chronophages, de tâches administratives chronophages. Ça a beaucoup été ça. Et l'envie de pouvoir trouver des nouvelles solutions, pouvoir éradiquer en fait un point de douleur que je vivais, que beaucoup de RH aussi que je connais ont vécu. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet-là, au no-code, et également la frustration de ne pas pouvoir être forcément présent suffisamment, pas autant que je le souhaiterais, auprès des candidats, auprès des employés, pour les accompagner justement dans leur parcours, dans leur arrivée et dans leur parcours, dans leur carrière, tout au long de leur expérience dans l'entreprise. C'est sûr, c'est Donc, qu'il y a une question de temps où, en fait, si on avait plus de temps, on aimerait tellement faire mieux et on aimerait être tellement plus présent. Mais par moment, on n'a pas le temps et du coup, nos process il y a moins de care, il y a moins d'attention, il y a moins de suivi. Et je suis complètement d'accord en le vivant, nous ici chez Maria dans le recrutement, à chaque fois on se dit qu'est-ce qu'on peut mieux faire, qu'est-ce qu'on peut automatiser un max avec de l'humain et avec du care, mais carrément. Peut-être qu'on peut aussi un peu revenir sur, selon toi, c'est quoi les grands objectifs du no-code? Pour moi, les grands objectifs du no-code, c'est de pouvoir, alors si je l'adapte au recrutement, de pouvoir communiquer et convaincre plus facilement. Alors surtout, en ce moment, on parle beaucoup de l'IA qui peut aussi aider dans cette tâche-là. On est sur un environnement avec une concurrence assez forte, une vraie nécessité de se démarquer. Et pour moi, aujourd'hui, l'objectif du no-code sur ce pan-là, c'est vraiment de se démarquer et de faire la différence. Et que le candidat ait vraiment un effet waouh et se dise que l'entreprise a mis les moyens pour lui donner envie de la rejoindre. Hmm.
Et aujourd'hui, toi, tu remarques que c'est un sujet que beaucoup d'entreprises prennent à cœur et que beaucoup d'entreprises ont envie d'améliorer. Comment tu sens là-dessus, toi, si tu as des missions, si tu as un peu des projets sur ces thématiques-là, comment tu sens les entreprises réceptives ou non à ce sujet-là, justement? Alors, il y a une vraie envie de s'améliorer, ça c'est certain. Il y a une vraie envie de pouvoir solutionner certains sujets. Après, si je prends la partie no-code, il peut y avoir certains freins sur le no-code, parfois. C'est encore un sujet qui demande d'être évangélisé. C'est pas forcément non plus évident pour tout le monde de comprendre ce qu'est le no-code, ce que sont les outils no-code, ce que ça apporte aussi comme bénéfice au quotidien, ces tâches, comment ça peut améliorer les choses. Et Voilà. tu dirais que les principaux freins que tu remarques, c'est quoi? Alors, je dirais déjà euh, être en mesure de faire comprendre l'apport de ce changement, l'apport d'en fait changer d'outils, changer de méthode, des choses qui sont très ancrées encore sur des missions. Ouais, généralement, le changement, ça fait peur à tout le monde. Tout le monde se dit, ah non, pas un nouvel outil, que je connaissais très bien l'autre, c'est bon, je sais le faire. Ouais, tu as cette peur du changement Exactement. humain. Donc, en fait, il faut faire comprendre Oui, les quoi. Ok. exactement, exactement. Et ça demande effectivement des compétences au-delà de la technique et du fait de montrer l'outil, d'avoir aussi des compétences sur comment accompagner les collaborateurs à être prêts à ce changement et à le vivre bien aussi, Ouais. et pas se sentir complètement perdu, parce qu'effectivement, quand on a des habitudes pendant des années, on peut vite se demander mais dans quoi on arrive, et ça peut Oui. faire peur. Et puis, en fait, on te dit aussi, ça va t'aider à gagner du temps. Mais au tout début, bah non, ça ne fait pas gagner du temps parce que tu dois apprendre. En fait, il faut penser long terme où tu te dis, bon, ok, là, je vais perdre un petit peu de temps, mais dans la suite, j'en perdrai moins. Est-ce que tu vois d'autres gros freins ou grosso modo, c'est ça un peu qui bloque les gens? Alors, il va y avoir un frein sur la partie RGPD, je pense. Ouais. Euh, c'est des nouveaux outils, les outils no-code. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, c'est un questionnement sur le fait d'implémenter ces outils-là et comment leurs données vont être protégées en utilisant ces nouveaux outils versus des outils utilisés classiquement, Excel, Word, pour faire Hmm. le suivi des candidats, par exemple, beaucoup avec Excel, qui est un outil maintenant complètement adopté dans toutes les entreprises. Euh, donc oui, il y a ce questionnement sur la donnée qui peut freiner et qui demande aussi vraiment d'être évangélisé. Voilà, il y a un vrai enjeu de communication sur le sujet Hmm. pour montrer qu'on peut trouver des solutions sur ce point-là. Et pour revenir sur pardon, sur le frein d'avant, sur la partie la peur du changement, on a une question justement de Céline qui demande comment est-ce que tu luttes contre on a toujours fait comme ça? Qu'est-ce que tu leur dis et comment tu leur montres et apportes, tu vois, la réponse pour les embarquer avec toi pour que le projet soit une réussite? Oui, mais je pense qu'il faut montrer un exemple concret, euh, montrer quelque chose qu'on a pu réaliser par ailleurs et montrer les bénéfices que ça a pu apporter, que ce soit en termes de gain de temps, en termes de charge mentale, de santé des équipes et donc d'efficacité à long terme. Aussi montrer des données chiffrées. C'est important aussi de pouvoir mesurer l'évolution de l'efficacité dans ces process de recrutement entre les méthodes qu'on utilisait avant et les nouvelles méthodes mises en place, les nouveaux outils mis en place. Voilà, je pense qu'il faut vraiment être dans le concret et montrer que c'est possible. Parce qu'effectivement, simplement en parler, ça peut paraître très vague. Et là-dessus, et dis-moi si c'est une question bah, où en fait tu n'as pas la réponse, mais tu vois, moi je pense à chez Maria, on a automatisé l'onboarding de nos participants, donc la création de leurs liens quand ils sont rentrés sur Slack, enfin tous ces éléments-là. Et il y a une question qui nous a été posée et moi j'arrivais pas, et donc je me dis comment tu arrives à trouver des résultats chiffrés, mais qui étaient grosso modo entre un onboarding à la mano et un onboarding à la
à automatiser, combien de temps à chaque fois ça vous fait gagner par tâche. Et en fait, c'était des heures ou des chiffres un peu sortis de mon chapeau. Donc, comment est-ce que tu fais pour rendre ces chiffres et le gain de l'autonomie, enfin, tu vois, de tout ce qui est automatisation, pardon, concret et réel, quoi. Alors moi, je vais beaucoup utiliser un outil qui s'appelle Toggle, qui me permet à titre perso pro de mesurer le temps que je passe sur certaines tâches, et ça peut permettre d'avoir des métriques justement sur le temps passé auparavant sur certaines tâches chez certains clients auprès desquels j'ai pu intervenir, versus aujourd'hui avec les nouveaux process, comment voilà le temps que ça prend, et ça peut être un outil qui peut être utile. Et là, pour le coup, il n'y a pas de place au hasard. C'est le temps est mesuré. Donc, Bah, trop bien, franchement, je n'ai jamais entendu parler de cet outil, je me le suis noté direct. Est-ce on va pouvoir s'en servir rien que chez Maria, donc trop bien. On a une autre question de Zoé qui demande si tu as des astuces no-code, à part payer évidemment, pour rassembler les différentes candidatures des différentes plateformes. oui. Alors, tout dépend des plateformes. C'est vrai qu'il peut y avoir. Alors, je pense notamment à LinkedIn, où ça peut être peut-être plus compliqué de récupérer les candidatures. Maintenant, rien d'impossible. On peut passer par certains outils qui permettent de se connecter à LinkedIn. Je pense notamment à Lemlist, qui permet de se connecter à LinkedIn. Personnellement, je vais beaucoup recommander Airtable, qui est un outil de base de données, un outil de base de données, dans lequel on peut relativement facilement se créer un mini ATS, et dans lequel on pourrait, via un outil d'automatisation, centraliser l'information. Justement, alors on peut en avoir sur un Google Sheet, on peut en avoir sur LinkedIn, et éventuellement sur son ATS aussi, si on a un ATS déjà. On peut également reprendre les candidatures qu'on a reçues depuis notre ATS vers une base centrale sur Airtable. Ok, super clair, merci beaucoup. Et peut-être pour revenir aussi sur quand on se lance en no-code ou quand on commence à aborder ces sujets-là, il y a plein d'outils. Franchement, il y a plein de noms, il y a plein de, tu vois, ATS, enfin, tous ces trucs qui sont Oui. très propres au no-code. Selon toi, c'est quoi les compétences qui sont clés quand on se lance? Alors, je dirais plutôt en termes de soft skills, le fait d'être curieux et de ne surtout pas avoir peur de se prendre des murs quand on teste des choses. Ça va arriver. Ça va arriver sur des outils no code. On apprend beaucoup sur le tas en utilisant les outils. Il y a des formations qui existent. Personnellement, j'ai suivi des formations. Il y a notamment Maria qui permet et avec Maestro qui permet de se former. Voilà, et puis il y a beaucoup de ressources maintenant en ligne. Il y a aussi on peut trouver des vidéos sur les réseaux qui montrent aussi comment utiliser certains outils. Ouais, Mais voilà. oui, quoi. Ouais, voilà. Aujourd'hui, la formation n'est plus autant un frein qu'elle pouvait l'être il y a quelques temps. On a énormément de ressources à disposition, et je dirais voilà, être persévérant et être curieux de ce sujet, et ne pas avoir peur de se tromper. Trop bien. Et justement, on parlait de mettre de tester les outils et en fait, oui, on se prend des murs parce qu'on est bloqué, mais en fait, il faut pas lâcher, il faut trouver la solution. Pour toi, c'est quoi un peu tes outils de base à connaître quand on fait du no-code? Alors, moi, je mettrais dans la liste Notion, qui est le premier outil no-code que j'ai utilisé à titre personnel, et dans lequel je centralise beaucoup de choses, que ce soit sur du personnel, du professionnel. Voilà, c'est vraiment ma base, ma base centrale pour mon information. Après, sur la partie automatisation, je parlerai de Zapier, qui est pour moi l'outil d'automatisation le plus simple à prendre en main au début, pour se familiariser aussi avec certains concepts, avec le concept de scénario d'automatisation, avec le concept d'interconnexion entre les outils. Donc, on a cité Airtable aussi, plus pour la partie base de données, où là, on peut centraliser effectivement
des profils de candidats, par exemple, et avoir différentes vues en fait, dans cet outil, ce qui permet en un clin d'œil de pouvoir aussi filtrer pour chaque candidat dans quel process il est engagé, avec quelle entreprise. Ce qui peut être parfois des informations difficiles à retrouver quand on a un fichier Excel plutôt simple pour suivre ses recrutements. On peut se retrouver perdu dans le flow de lignes. Et l'avantage d'Airtable permet d'avoir des vues filtrées, pré-paramétrées, et d'avoir finalement quelque chose qui se met à jour en continu sans avoir besoin de bouger des lignes et de remettre en forme des informations. Trop Voilà. bien. Et je dirais que c'est les trois outils de base. Déjà, ça fait beaucoup. Et Ouais, je pense que aussi, c'est d'y aller étape par étape et de ne pas trop vouloir apprendre trop d'outils d'un coup. Effectivement. oui, Quand on a commencé à ajouter un second, etc. surtout qu'on se rend compte aussi dans les entreprises qu'un des problèmes par moment, c'est qu'il y a beaucoup trop d'outils et certains outils dont les fonctionnalités ne sont pas du tout assez utilisées. Et donc, en fait, il y a plein d'outils alors qu'un seul outil, mieux compris, mieux pris en main, aurait pu faire beaucoup plus de... Donc, carrément, pas partir tout feu, tout flamme et essayer. Toi, qu'on est sur les outils, je reviens sur une question. On nous demandait si tu te servais par moment de ChatGPT et enfin, lié avec LinkedIn, quoi. Oui. Alors, ChatGPT, ça m'arrive de m'en servir effectivement pour, avoir de l'inspiration. Par exemple, alors je sais que c'est un sujet aujourd'hui qui prend beaucoup de temps aux recruteurs, le fait de pouvoir euh, proposer une approche personnalisée aux candidats par rapport à leur parcours, par rapport à un job donné. Euh, et ChatGPT permet, avec une automatisation par exemple, d'avoir un script qu'on lui communique, et d'avoir en retour un message déjà travaillé, quelque chose qui permette d'avoir une première trame. Évidemment, je trouve que c'est important d'ajouter sa patte voilà, pour pouvoir montrer que c'est aussi nous derrière, mais ça peut vraiment faciliter en tout cas le, le début de ce process-là, où ça peut être parfois difficile de se lancer sur une rédaction de message. On peut parfois passer beaucoup de temps sur la réflexion, comment amener le sujet avec telle ou telle personne. Et je pense que ChatGPT peut aider effectivement à gagner ce temps-là. Et C'est une bonne être, base voilà, ensuite à remanier et à remettre à sa sauce. Et ok, trop bien. Ce complètement. que je te propose, c'est qu'on voit maintenant un petit peu plus, parce que je t'ai posé pas mal de questions sur le no-code pour pareil qu'on ait un socle et qu'on soit tous d'accord et qu'on ait ces outils de base. Pour rentrer un peu plus dans le no-code pour le recrutement, ma première question, et c'est ce que j'ai appris quand j'ai échangé avec toi, je sens que je vais encore écorcher le nom de ce métier, c'est horrible, mais est-ce que tu peux nous parler du métier de Recops, je sais jamais comment c'est. C'était bien ça. Alors, le métier de backup, effectivement, c'est un métier qui est plus développé outre-Atlantique qu'en France aujourd'hui. Il y a quelques professionnels dans des grandes entreprises de la tech qui exercent ce métier. Je pense notamment à Doctolib. Je sais que c'est un métier qui existe chez Doctolib. Et pour le coup, le métier de RecOps, c'est être en support des équipes de recrutement, leur apporter des nouveaux outils, des nouvelles méthodes adaptées à leurs besoins, à leurs problématiques. Et voilà, être au quotidien là pour eux, pour les aider à s'améliorer. Et voilà. Et c'est un métier qui, comme je disais, est encore plus développé, mais qui va amener à se développer. Comme d'autres métiers, on voit l'Ops qui est un petit peu plus répandu. On voit aussi SalesOps. Voilà, c'est des métiers qui viennent aider les opérationnels au quotidien en leur apportant des nouvelles solutions techniques et de méthodos. Et question super bête, hein, mais si on revient entre RecOps et PeopleOps, ça serait quoi du coup la différence? Parce qu'on pourrait partir du principe que quand tu es PeopleOps, tu peux aussi aller aider les équipes de recrutement et gérer les process et les outils. Comment tu différencies les deux? Alors, pour moi, ça se différencie dans des entreprises qui sont
un certain effectif de salariés où les postes sont quand même plus séparés. Maintenant, PeopleOps, ça va être l'optimisation des process liés au RH pur, je dirais. Tout ce qui est lié à l'onboarding, à la gestion de la paye aussi. C'est comment améliorer les process qui sont utilisés au quotidien pour être là auprès des salariés, répondre à leurs questions et assurer une gestion RH sur l'administratif, sur la paye, notamment la plus efficace et la plus fluide possible pour, et tu l'as mentionné tout à l'heure en introduction, avoir moins d'erreurs aussi au quotidien et in fine avoir une expérience employée plus meilleure, où les employés se sentent plus en sécurité et se sentent oui, plus en sécurité, tout simplement. Enfin, c'est le plus voilà. Et c'est là où je vois la différence avec le RECOPS, qui est vraiment axé sur la partie la partie recrutement, l'acquisition des talents, la communication sur l'entreprise, son image auprès de ses potentiels candidats qui sont finalement de plus en plus ses clients aussi. Et c'est là où on emprunte aussi beaucoup sur la partie RECOPS de méthodes et d'outils liés au growth, au marketing. Super clair. Bah, merci beaucoup, Kevin. Et je sais que Kevin, tu nous as préparé des petites démos, des petits 2 cas d'usage sur lesquels on va pouvoir revenir. Juste avant qu'on passe à ça, est-ce que tu peux peut-être nous partager les cas d'usage les plus fréquents que tu peux voir dans les différentes missions que tu as ou dans les personnes que tu accompagnes ou sur les thématiques sur lesquelles tu bosses, les cas d'usage les plus fréquents entre le no-code et le recrutement, pardon. Oui. Alors, spécifiquement sur le recrutement, sur Notion, on peut voir de plus en plus des offres d'emploi qui sont rédigées sur Notion. Ça permet d'avoir des offres plus attractives, plus visuelles, et d'augmenter finalement son taux de conversion avec ces candidats. Il y aura aussi toute la partie sur les réponses personnalisées faites au candidat pour lui notifier qu'on a bien reçu sa candidature, lui indiquer qu'il est passé à l'étape suivante, lui donner de l'information sur le process, quelques ressources sur l'entreprise pour qu'il puisse découvrir pendant le process un peu plus en profondeur qui est l'entreprise, comment elle fonctionne, et également sur tout ce qui va être traitement des données personnelles, s'assurer qu'on est dans les clous par rapport aux obligations RGPD, qu'on informe le candidat par rapport à ces données, qu'on va supprimer ces données. Voilà, ce genre de choses. Et je dirais sur tout ce qui est alerte. Et aujourd'hui, Notion va beaucoup aider. Slack, si on peut très facilement mettre en place des alertes pour recevoir sur Slack dans un channel dédié, enfin, sur Slack, sur un message instantané, pour nous informer qu'on a une nouvelle candidature, nous donner pourquoi un petit récap de la candidature et pouvoir être plus réactif avec les candidats et ne pas louper un profil qui nous correspond vraiment. Trop bien. Et j'ai une autre question qui revient un petit peu, enfin, qui est une question de plus de mise en place de nos codes. Est-ce que pour toi, il y a à partir d'un certain nombre de collaborateurs dans la boîte, tu vois, à partir d'un certain nombre de recrutements, est-ce que pour toi, il y a vraiment un moment où, en fait, s'il y a plus de temps de recrutement, c'est vraiment le no-code qui va pouvoir t'aider? Est-ce que selon toi, dès le début, en fait, une fois que tu l'as mis en place, ça suffit? Est-ce que tu remarques en tout cas une utilisation du no-code en fonction du nombre de recrutements? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, c'est très clair. Alors, je n'ai pas de chiffres précis sur le nombre de recrutements, j'avoue. Mais effectivement, dès qu'on est sur des grosses campagnes de recrutement, on voit tout de suite un besoin de s'équiper en outils et un besoin de trouver des solutions pour justement absorber ce volume-là. Maintenant, je pense que c'est bien quand on a cette idée de recruter, de commencer déjà à s'intéresser au sujet et mettre en place des petites briques pour ne pas se retrouver pris dans l'urgence et à devoir finalement choisir des solutions qui ne sont peut-être pas adaptées aussi
à l'entreprise, à ses besoins. Je pense que ça fait partie d'une stratégie à travailler quand même avant d'avoir une campagne de recrutement. Ouais. Bah, on en revient en plus à ce que tu disais tout à l'heure, mais en effet, si on attend le moment où on doit avoir énormément de recrutement, tester des nouveaux outils, les nouveaux process, faire en sorte que les différents collaborateurs, les différentes parties prenantes vraiment prennent en main l'outil, par un moment, ça prend du temps et si c'est déjà le rush parce qu'il faut recruter pour hier, et c'est sûr que c'est un petit peu dommage. Et juste pour finir par rapport à ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, sur mes postes précédents, en RH. Justement, il fallait gérer les sujets du quotidien et tu n'as pas le temps de te former, de t'intéresser aux outils, de trouver, trouver un outil, c'est un projet à part entière qui prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et quand on a trop de flux entrants, trop de choses à gérer au quotidien, trop de choses manuelles, on peut très vite se retrouver débordé et finalement ne jamais avoir le temps de lancer ces projets-là et de se retrouver enfermé dans un cercle vicieux. Et question, quand justement tu parlais de la recherche d'outils qui prend plusieurs semaines, plusieurs mois, toi, comment tu fais ta veille de nouveaux outils en fonction de tes besoins? Alors, je vais regarder certaines sources. Alors, il y a par exemple une chaîne YouTube qui s'appelle Contournement, qui publie régulièrement de la veille sur les outils no-code. Et après, il y a des newsletters qui existent sur le no-code. Là, je pense notamment à Uncode School, qui est une newsletter. Voilà, il y a pas mal de ressources comme ça qui permettent de se tenir au courant des nouveaux outils. Et également, il y a, alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Product Hunt aussi, sur lequel on peut voir beaucoup d'outils émerger régulièrement. Ça peut être une source d'inspiration. Trop bien. Je me note tout ça comme ça, on pourra le partager avec Céline à tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. Ce que je te propose, Kevin, c'est que tu puisses nous faire tes 2 cas, pas du tout petits, les 2 cas que tu nous as préparés, si ça te va. Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Bien. Je vais partager mon écran. Et je vous rassure aussi, tous les partages que Kevin vient nous faire sur le nombre de newsletters d'outils, on prend tout en note et on vous enverra un mail récap. Donc, pas de panique, évidemment, tout sera envoyé par mail. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, parfaitement bien. Oui. Ok, super. Donc ça, c'est le premier exemple, c'est une offre sur Notion, donc sur la droite, que j'ai mis en perspective avec une offre sur Indeed. Donc c'est une offre que j'avais eu l'occasion de préparer pour un ancien client pour lequel je recrutais donc un chargé administratif et commercial. Et donc on a sur Indeed une offre avec beaucoup de textes. Et Nous, sur la Kevin, on ne voit pas Indeed. Je ne sais pas si c'est... mince. Alors, mince. Ouais. Alors là, je t'avoue que je ne sais pas comment résoudre ce problème, malheureusement. Peut-être coupe ton partage d'écran, refais-le. Tu as peut-être mis juste un onglet et si tu as mis 2 trucs comme ça, peut-être que du coup, c'est ça qu'il n'a pas apprécié. Pour partager l'ensemble de ton écran, peut-être. On va voir si c'est ça qui fait la diff. Certainement, certainement. Alors là, je me vois en 1 million de fois. Ah, ça y est, voilà, trop bien. Voilà. Super, on y arrive. Voilà, donc effectivement, donc l'offre sur la gauche avec beaucoup de textes, de bullet points, mais quelque chose de pas très visuel, qui peut vite décourager un candidat quand il reçoit une offre. Et à droite, la même offre que j'ai repris sur Notion avec donc des visuels, avec le site web de l'entreprise qui est directement intégré dans l'offre d'emploi, ce qui lui permet aussi de naviguer directement et de se renseigner un petit peu sur ce que fait l'entreprise. On a des informations qui sont un petit peu plus mises qui sont plus visuelles, qui sont plus séparées pour plus de visibilité. On peut mettre une petite map aussi pour avoir l'emplacement de l'entreprise.
Et on peut décrire l'émission, le process de recrutement, c'est quand même important de le mentionner. Et on peut ensuite avoir l'équipe et mettre des petites photos de l'équipe pour aussi aider le candidat à se projeter sur le poste. Et ça, question, cette offre justement sur Notion, tu la partages où? Enfin, je sais pas Cette si... offre, je la partage en fait au candidat quand je le contacte sur LinkedIn. Ok, Je lui envoie le lien. d'accord. Voilà. Ok. Et petit plus sur Notion, on a ce petit bloc avec une présentation de l'entreprise qui est un bloc synchronisé, un sync bloc, et qui permet en fait d'être repris sur chaque offre de l'entreprise. Et dès qu'on vient modifier la description sur une offre, ça vient se modifier sur toute l'autre. Et ça évite souvent d'avoir des incohérences entre les offres avec une entreprise qui évolue en termes de chiffres, en termes de nombre de clients, par exemple, et d'avoir quelque chose de toujours cohérent et toujours bien propre, sans avoir à refaire des copier-coller à droite à gauche et à avoir cette charge mentale de se dire est-ce que j'ai pas oublié une offre quelque part. Voilà. Et ça, justement, comment tu fais pour que ça soit que ton bloc qui soit synchronisé à tout le reste, enfin, à toutes les autres offres? Alors, alors, tu as une petite fonctionnalité ici sur Notion Ok. qui s'appelle bloc. Et une fois que tu as ce bloc en rouge, comme tu peux voir ici, celui du dessus est en rouge, Ouais. ça montre que ce bloc est synchronisé. Ensuite, tu n'as plus qu'à le copier et le mettre dans toutes tes pages. D'accord. Une nouvelle offre, ou pourquoi pas dupliquer d'ailleurs cette page. Ça permet de récupérer directement le bloc, d'effacer le reste et d'avoir directement l'information prête. Trop bien. Bah, c'est sûr qu'en tout cas, visuellement, la différence, elle est en effet grande. Il y a une offre qui donne beaucoup plus envie, je trouve, que l'autre, en tout cas. Ouais. Clairement. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce premier cas. Écoute, je crois que pour le moment, il n'y a pas de questions. Ça marche. Je pense que tu peux passer au deuxième. Et si jamais il y a des questions, évidemment, je te les dirai. Bien sûr, on pourra y revenir. Le deuxième cas, c'est donc le cas d'Airtable avec un mini ATS que j'ai mis en place avec une base de candidats, une base des jobs à pourvoir, une base d'entreprise quand on est recruteur, qu'on travaille pour plusieurs entreprises, et une base de messages. Et je vais en particulier parler de cette partie, puisque c'est cette partie qui permet de mettre en lien avec ChatGPT, dont on a parlé juste avant. Trop bien. Et, voilà. Et en fait, donc on va sélectionner notre candidat, le job en question, on donne un rôle à l'IA et on vient mettre les différentes briques nécessaires pour créer un prompt pour l'IA pour qu'il puisse nous préparer quelque chose. Et lorsqu'on a enseigné donc également, alors cette case est particulièrement importante sur faire un résumé des points forts du candidat sur lesquels on veut s'axer pour notre message. C'est ce qui va permettre de vraiment personnaliser notre approche. Et on peut lui donner par exemple un exemple pour lui montrer comment on rédigerait. Et il va justement s'adapter à notre façon de rédiger aussi. Voilà. Et lorsqu'on a mis tout ça en place, on peut, par exemple, c'est comme ça que je l'ai fait sur mon outil, mettre une case à cocher pour lui demander de lancer la rédaction. Et en fait, on connecte, donc là je vais passer sur l'autre fenêtre, avec un outil d'automatisation, là c'est Make, on va connecter notre base de données, notre mini ATS, à ChatGPT et lui envoyer toutes les informations dont on a besoin. Et ça permet d'envoyer, de faire plusieurs demandes de messages à ChatGPT simultanément. Et une fois que ChatGPT a créé ces messages, il viendra les mettre dans une colonne spécifique sur notre ATS, sur Airtable. Il y aura pour chaque candidat un message adapté à son profil, au poste pour lequel on pense que son profil est adapté. Et on pourra venir toucher si nécessaire, venir mettre, comme je disais, un petit peu notre patte sur le message. Et après, pourquoi pas connecter cette ATS, cette base, à un outil comme Lemlist qui permet de communiquer via LinkedIn et de créer des campagnes
de communication sur LinkedIn. Trop bien. Franchement, ça donne trop envie d'avoir ça. Parce que moi, je me dis que j'écris tous mes petits messages à la mano. Trop bien. En plus, je fais des fautes d'orthographe par moment sans faire exprès avec des coquilles et tout. Enfin, trop bien cet outil. Ça... Ça peut être un point utile pour les photos. Pour le coup. Bah, trop bien, merci en tout cas de nous avoir partagé ça, de nous avoir partagé de un, comment tu avais structuré un peu ta base sur Airtable et de deux, Make, comment tu le faisais. C'est trop chouette. Je vois que le temps file. J'ai deux questions encore pour toi, Kevin, avant de pouvoir te libérer et avant de pouvoir tous vous libérer. La première, c'est finalement si tu dois un peu faire un récap des points positifs et des avantages du no-code en recrutement et des objectifs du no-code en recrutement et de pourquoi est-ce que les deux vont de pair et pourquoi est-ce que ça va vraiment rendre le tout mieux à la fois en termes d'efficacité, en termes de pertinence parce que les bons messages au bon moment, parce qu'un suivi, etc. Tu dirais quoi? Alors, je dirais donc moins d'erreurs. Je dirais une meilleure image de son entreprise renvoyée aux candidats. On montre aux candidats qu'on utilise des outils, des nouveaux outils, qu'on porte attention aussi à son profil, qu'on a préparé spécialement pour lui une approche personnalisée. On gagne en temps, on gagne en charge mentale et également sur l'aspect, je dirais, besoin en recrutement et budgétaire. Les outils no-code permettent de faire des choses vraiment adaptées à son. On a aujourd'hui beaucoup d'outils qui existent. On a parlé des ATS, donc Applicant Tracking System, qui permettent de suivre les candidatures et de les gérer. Parfois, il peut manquer certaines fonctionnalités. On peut avoir un besoin un peu spécifique. On peut très bien, par le no-code, ajouter ces fonctionnalités en plus dans notre process. Et également, en termes de budget, on peut faire pas mal de choses déjà avec des outils no-code sans forcément devoir soit mettre de l'argent ou sans forcément devoir mettre un très gros budget. Je prends l'exemple d'Airtable. Airtable permet d'avoir 1000 lignes dans sa base de données, donc potentiellement 1000 candidats. Pour quelqu'un, alors je prends mon exemple d'indépendant. Pour un indépendant, 1000 candidats, c'est déjà beaucoup. Donc ça permet déjà, versus un fichier de suivi qu'on aurait sur Excel, d'avoir déjà de la marge. On a de quoi faire pendant quelques temps. Clairement. Et après, on peut réfléchir à adapter petit à petit, mettre un petit peu plus de budget quand on a aussi une activité qui grandit. Et voilà, un nombre de collaborateurs qui croient. Mais voilà, pour moi, c'est les principaux avantages et pour l'entreprise. Et si je prends côté candidat, c'est le fait d'avoir un bon un cadre, bon... vie, ouais. Oui, complètement. Et c'est très important et c'est rassurant pour les candidats que les choses soient bien faites, parce que c'est une chose qu'on a souvent comme retour sur les recrutements. C'est le fait de ne pas avoir forcément eu suffisamment d'informations pendant le process. Ces outils permettent d'améliorer encore son niveau de communication. Surtout que dans les candidats, quand ils passent des entretiens, il y a déjà assez de stress, de flou, d'incertitude. Si on peut, comme tu disais, nettoyer ça avec toutes les infos au bon moment et tout ça, c'est trop bien. Et avant-dernière, en fait, il m'en reste encore deux finalement questions. Mon avant-dernière question, du coup, c'est quoi ta vision de l'avenir du no-code? Ouais. Alors, pour moi, l'avenir du no-code, c'est pas forcément un métier en tant que tel. On peut se dire no-codeur, c'est le terme qui est beaucoup utilisé, ou product builder, parfois aussi. Mais c'est aussi avoir une nouvelle compétence, une nouvelle spécialisation. Et je pense que dans le futur, on aura, donc on a parlé de RecOps, on aura des personnes qui se formeront justement de plus en plus pour être en support des équipes. Donc, on a parlé du people, on a parlé du recrutement. Ça peut être pourquoi pas la paye aussi, avoir une équipe Ops pour aider
les équipes paye à mieux gérer leur process de paye, gagner en efficacité, en temps, et d'avoir des DRH qui se spécialisent en no-code pour aussi avoir des métriques plus facilement au quotidien et pouvoir prendre plus facilement des décisions stratégiques au sein de l'entreprise. Bah, clairement, nous, c'est ce qu'on nous souhaite aussi, qu'il y ait plus de personnes qui veulent se former au no-code. Et la formation de Maestro sera là pour accueillir toutes les personnes qui le souhaitent. Et moi aussi, en tant que manager, donc si je sors de ma casquette de Lyon ou de Maestro, je me dis en fait, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez creusé tout ce que ça peut me faire gagner en temps pour bien préparer mes points, pour bien préparer mes quarterly quand on sort du bureau, pour tous ces éléments-là où en fait, si j'automatisais mieux mes messages en amont, elles auraient toutes les infos, enfin mes équipes auraient toutes les infos pour bien se préparer et du coup ensuite vraiment plus gagner du temps au moment où on est là en face. Donc trop bien pour ta vision du no-code. Merci beaucoup Kevin. Et peut-être la dernière question qui est si tu devais partager un conseil aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont là pour justement voir comment est-ce que le no-code est lié en recrutement, tu dirais quoi? Alors c'est quoi ton conseil? Je dirais, pour moi, mon conseil, c'est d'aller échanger avec d'autres personnes. Ouais, c'est ce qui a vraiment confirmé certaines visions que je pouvais avoir. C'est ce qui m'a aussi donné des compléments sur ma vision, me permet d'avoir d'autres perspectives. Voilà. Et il y a aujourd'hui quelques personnes qui spécialisent nos codes et recrutements. Alors, je pense notamment à un recruteur qui s'appelle Julien Lesourd, qu'on peut retrouver sur LinkedIn, et qui travaille beaucoup sur Notion. Voilà. Et pour moi, vraiment, échanger, c'est quelque chose qui a vraiment changé la construction de mon aventure de code. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas faire autrement que de discuter avec des personnes qui sont ouvertes au sujet pour pouvoir progresser. Je crois beaucoup en l'intelligence collective et ça se montre aussi dans ce parcours-là. Franchement, Kevin, je n'aurais pas pu mieux dire que l'intelligence collective. Évidemment, nous, chez Maria, c'est aussi pour ça que nos profs ne sont pas des profs, mais c'est des experts, c'est des gens du terrain, c'est des gens qui parlent, c'est des gens qui testent, c'est des gens qui se plantent, c'est des gens qui y arrivent, c'est des gens qui refont, qui partagent. Et je suis complètement d'accord. Et aussi sur l'importance de la communauté, un moment ou un autre, on est coincé, on se sent seul, mais en fait, on n'est pas seul. Il y a d'autres gens qui sont coincés, qui peuvent nous apporter les réponses. À un moment, nous, on peut aussi apporter des réponses, compléter. Comme ce que tu disais aussi, ça peut aussi nous ouvrir les yeux, apporter un autre prisme sur le sujet aussi et nous faire prendre du recul qu'on n'a pas forcément quand on est à fond dans nos projets et qu'on se dit merde, j'arrive pas, je sais pas quel outil, on est un peu sous l'eau, on n'arrive pas à prendre du recul et échanger avec d'autres gens. Je suis carrément d'accord que ça aide tellement à voir d'autres ressources et à trouver des alternatives et à se rebooster. Donc merci beaucoup pour ce partage. Merci aussi de remettre la force de l'humain et des échanges dans le no-code et dans comment est-ce qu'on peut progresser et se servir des outils no-code pour améliorer la performance, mais pas que la performance en tant que telle, mais améliorer les process, pour améliorer la qualité, pour améliorer le processus de recrutement pour les candidats aussi, ce qui évidemment booste la marque employeur et fait que le recrutement attire aussi plus de personnes vers nous parce qu'on sait que la marque met un cœur là-dessus et met une attention particulière là-dessus. Merci beaucoup. Un tout petit peu débordée, je suis désolée, mais c'était trop intéressant. J'espère que ça vous a plu à tous. On vous enverra avec Céline un email de récap qui reprend toutes les ressources, tous les noms d'outils et les noms de newsletters que Kevin a pu nous partager. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie, et je n'en doute pas, de nous retrouver, allez suivre nos pages LinkedIn, que ce soit sur Lyon, c'est John Lyon, ou Maestro, c'est John Maestro. Allez ajouter Kevin sur LinkedIn aussi pour suivre ses posts et allez sur Meetup, on partage toujours des events, on a toujours au moins un event par semaine sur différentes thématiques. Retrouvez-nous, allez nous liker sur les réseaux sociaux et revenez à nos événements. On est trop contents de vous avoir avec nous. Et puis, merci à tous. Bon appétit, Kevin, et bon déj à tous. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Ciao.